Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Mediane TV, on y va pour notre sommaire d'aujourd'hui pour On se dit tout. Alors, la jalousie est-elle une preuve d'amour? Qu'en pensez-vous? On en parle dans un moment. Ensuite, l'ami imaginaire, ce compagnon de votre enfant avec lequel il semble partager tellement et qu'il n'existe pas, et cela vous perturbe un peu? Eh bien, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Bildi par excellence. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un atelier de couture avec Atman qui testera pour nous un cours. Et puis enfin, l'infertilité au masculin, un tabou sociétal. Pourtant, la prise en charge existe. On vous dit tout dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous, on démarre. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Beaucoup de sujets, on va parler couple, on va parler santé, on va parler enfants et on va s'amuser un petit peu avec un atelier de couture. En tout cas, je suis très heureuse de recevoir mes invités. Je commence par vous, petit Sam Benjeloun, bonjour. Je suis au bon endroit, petit Sam, c'est ça. Ça va, petit Sam? Petit Sam. Tout va bien? Vous êtes psychologue clinicienne, merci beaucoup d'être avec nous. Et avec vous, cette histoire de la jalousie, je vais y arriver. Est-ce que c'est une preuve d'amour au sein du couple? Eh bien, on en parle dans un petit moment. En face de vous, votre jumelle, c'est pour ça que je me disais, est-ce que je suis dans les bons repères? Oui, Anne Benjeloun, bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est un plaisir de vous retrouver également. Pareil. Vous êtes psychologue clinicienne aussi, mais avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'ami imaginaire. Mon enfant a un ami imaginaire. Comment? Eh bien, il faut se comporter en tant que parent, parce que je peux vous assurer, ça nous fait paniquer de les voir parler tout seul. Et puis, à vos côtés, professeur Amas Freoui, médecin gynécologue. Bonjour, docteur. Bonjour. Spécialiste de l'infertilité. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avec vous aujourd'hui, l'infertilité au masculin, cause et prise en charge. Eh bien, les détails tout à l'heure. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et on commence par les histoires de cœur. Alors justement, lorsqu'on aime, est-ce qu'il faut forcément être jaloux? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, petit Sam Benjeloun. Vous êtes psychologue, mais avant, on a posé la question à nos téléspectateurs. On regarde les réponses. La jalousie, c'est au contraire, c'est un manque de confiance, un manque d'assurance. Quand la personne a peur de quoi que ce soit, c'est là où il se sent en danger et c'est là où il devient jalouse. La jalousie, je pense que c'est une chose normale. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on aime bien qu'on la possède nous seuls. Il y a une part d'amour, il y a beaucoup de possession, il y a une question de caractère aussi. Ça mène pas à de bonnes choses de toute façon. Je suis jalouse, je l'aime. C'est bien dit avec autant de transparence. Alors, petit Sam, dites-nous, c'est normal ou c'est pas normal? Est-ce que la jalousie est synonyme d'amour? Je vais rebondir sur ce que vient de nous dire la dernière Je personne. suis jalouse, Je l'aime. C'est mignon, mais en même temps, c'est une idée répandue. Parce que, en fait, c'est pas parce que j'aime que je suis forcément jalouse. Parce que jalouse, c'est quoi? C'est plutôt une peur d'être abandonnée et c'est surtout un manque de confiance en soi. Ça a été dit dans le reportage. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en l'autre, ils n'ont pas confiance en eux. Et l'autre, derrière l'autre, il y a tellement. C'est la peur qu'il s'en aille, la peur que ci, la peur que ça. Et ça, c'est aussi la preuve que dans cet amour, il y a aussi un sentiment de possession, de possessivité. Ça aussi, ça a été dit. Et qui dit possessivité, ça veut dire la peur de perdre. Donc, qui dit la peur de perdre, possession, dit aussi une problématique au niveau de l'attachement. C'est des gens que quand ils aiment, ils ont une façon de s'attacher, d'aimer, qui est dans l'accrochage. Et ça, c'est pour la jalousie constante. Parce que je vais être honnête avec vous. Pour préparer cette émission, j'ai rassemblé un groupe d'amis et on a discuté de ce sujet. Et donc, j'ai collecté un petit peu, pas mal d'informations à droite et à gauche. Et j'ai posé la question justement par rapport à ça. On m'a dit, voilà, c'est un manque de confiance, etc. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin d'être jaloux. Exact. Mais voilà, maintenant, un autre cas de figure est apparu. Si, très bien, il y a l'amour, il y a la confiance, etc., mais que l'autre décide de partir et que l'autre décide de partir pour quelqu'un d'autre. La jalousie est ressentie quand même. Mais ça, ça n'a
effectivement, il est parti pour quelqu'un d'autre parce que c'est quand même une blessure. C'est ça. On est en train de parler de la blessure narcissique, c'est-à-dire qu'il m'a choisi quelqu'un d'autre. D'autre plutôt mais que c'est moi. pas plutôt que moi. C'est pas de la jalousie, c'est vraiment un sentiment de perdre quelque chose qui nous appartient. Là, ce qui vient réveiller cette tromperie ou le fait qu'il parte voir quelqu'un d'autre, c'est qu'il ne vous appartient pas, justement. C'est ça. Et c'est ça qui vient se réveiller. C'est-à-dire, en effet, c'est différent de la jalousie. Le conjoint ne nous appartient pas. Ce n'est pas un objet. Et quand on est dans cet amour-objet, alors on va ressentir ce sentiment-là. Mais vous savez, il y a des couples qui fonctionnent que comme ça, sans jalousie. Eh bien, il n'y a rien. Pour eux, la jalousie, c'est être ensemble. Être jaloux, être possessif, c'est ça, être ensemble. Est-ce que vous les recevez en cabinet comme Oui. Dans mes thérapies de couple, je reçois. Mais par contre, ils s'aiment dans la jalousie, donc ils s'aiment dans leur pathos, on va dire, et ça crée des petites étincelles. C'est pas gratuit. D'accord. Parce que aimer, justement, l'amour, elle se nourrit normalement de la liberté. C'est ça la preuve de l'amour, c'est que tu ne m'appartiens pas, tu n'as pas une obligation, c'est une envie. Tu es là parce que tu veux être avec moi, pas parce que tu es mon objet, pas parce que je t'ai possédé et pas parce que parce que tu m'appartiens, quoi. Et donc, si on ne donne pas le sentiment de liberté à l'autre, eh ben, on a des moments où on va faire en sorte que l'autre va se sentir étouffé. Il est dépossédé quelque part de lui, et donc ça crée des étincelles. Et c'est ça, parfois, les clashs qu'on peut avoir, les conflits qu'on peut avoir dans le couple. Et ces couples-là qui s'aiment par jalousie et qui ont besoin de ça, c'est des couples à clash. D'accord, mais en même temps, est-ce qu'il peut y avoir des jalousies camouflées? C'est-à-dire, dans la dynamique du couple, il n'y a pas forcément de jalousie, il n'y en a pas. Mais de temps en temps, il y a des comportements qu'on n'arrive pas à expliquer. Certaines femmes me disent, vous savez, moi, tout va bien, mais quand j'ai un déplacement professionnel, mon mari change complètement de comportement. Pourtant, je bosse, j'ai des réunions, etc. Il sait que je bosse avec des hommes, etc. Mais quand j'ai un déplacement professionnel, là, je sens qu'il est perturbé. Est-ce que ça, c'est de la jalousie? Ça, c'est la preuve d'un manque de confiance en soi. Parce que si elle est loin de moi, je ne peux plus la contrôler, j'ai plus la maîtrise, je suis plus là. Mais elle n'est pas avec lui toute la journée aussi. Oui, mais elle n'est pas loin. Dans la distance, elle n'est pas loin. Et le fait qu'il pense que quand elle n'est plus sous, entre guillemets, ses yeux, qu'elle puisse aller voir ailleurs, pourquoi avoir peur du ailleurs? Ouais. Voir ailleurs. Elle peut aimer d'autres personnes ou elle peut aller s'épanouir autrement qu'avec moi. Et ça ne veut pas forcément dire des hommes. Non, bien sûr. Ça peut être juste l'épanouissement et le fait qu'elle s'épanouisse autrement qu'avec lui, il va mal le vivre parce qu'il veut toujours être acteur du bonheur de sa femme. Et c'est une forme de possessivité. Même si c'est que ponctuel, c'est pas chronique. Ça dépend. Alors après, jalousie, il y a jalousie. Il y a la jalousie normale. Je pense que mais est-ce qu'il y a une jalousie normale? Ah, voilà, évidemment, super. Évidemment, mais ça, c'est ce que je dis. Alors, dans mon travail, je reçois beaucoup d'enfants qui sont dans la rivalité fraternelle. Ça commence par là. Et je dis aux enfants, je leur dis, mais attendez, vous êtes jaloux aujourd'hui, mais vous allez continuer à vie à être jaloux. C'est normal. Mais après, il y a la jalousie normale et la jalousie pathologique qui fait que tu commences à posséder, que tu commences à vouloir aspirer l'autre, à ce qu'il t'appartienne. Est-ce qu'il y a une jalousie normale, je vais y arriver, normale, même au sein de la fratrie? Oui. Oui. Bien sûr. C'est normal de ressentir de la jalousie vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur? Évidemment, parce que ce deuxième là ou ce troisième, il arrive, il me prend ma place. Il faut que je partage. À l'âge adulte, non? Si, c'est des fois, il y a des petites compétitions. C'est ça. Il y a, quand regardez, on va tous prendre notre cas dans l'âge adulte, on a des frères et sœurs, mais c'est sûr que quand le père ou X, enfin quelqu'un qui compte pour vous, va avoir un regard particulier pour un de vos frères et pas pour vous, il y a un petit pincement. On peut, la petite blessure si on se l'avoue, il y a toujours un petit pincement. Alors, encore une fois, revenons à votre cabinet. Une fois qu'ils arrivent chez vous, c'est parce que vous dites qu'il y a des étincelles. Parfois, mais il y a des gens qui arrivent chez moi au cabinet en thérapie de couple parce qu'ils sont complètement perdus dans ce que c'est qu'aimer. Je l'aime, elle part, elle ne m'appartient pas, elle ne veut pas faire ci avec moi, elle s'épanouit autrement qu'avec moi. Ils sont vraiment paniqués. L'étouffement aussi. Voilà, ils étouffent, l'autre conjoint, il se sent étouffé. Et ils sont un peu dans cette panique. Mais ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que c'est souvent la preuve d'une relation d'attachement dans la petite enfance qui a été insécurisée. Donc en fait, dans ce cas-là, vous prenez en thérapie le couple ou la personne?
je prends en thérapie le couple, mais dans la thérapie de couple, souvent, on va recevoir le couple, mais on peut également recevoir un des deux conjoints séparément pour retrouver, au bout de quelques séances, le couple. Et après, ils arrivent à L'objectif- s'aimer sans jalousie. Ben oui, parce que l'objectif de la thérapie de couple, c'est d'apprendre à communiquer autrement, Autrement. de se dire les choses autrement, de formuler ses émotions. Et le fait d'avoir une tierce personne comme moi, qui est la thérapeute de couple, va venir comme une médiatrice, permettre que les choses se disent sans pour autant être dans le clash, sans pour autant être dans la blessure. Et quand c'est dit autrement, quand le besoin de l'un ou de l'autre est dit autrement à travers une médiatrice comme moi, eh ben, on se retrouve à créer d'autres liens. Est-ce que l'infertilité, docteur Sfraoui, justement, peut être une cause d'un problème conjugal d'une manière ou d'une autre, lié à cette histoire de jalousie aussi, la peur qu'ils partent, la peur qu'elles partent? De toutes les manières, on va en parler tout à l'heure, oui, justement. les chiffres sont là. Il y a pratiquement plus d'un tiers des couples qui ont des problèmes conjugaux quand il y a un problème d'infertilité. Et notre enquête faite en 2015, c'est une enquête nationale que nous avons nous-mêmes réalisée, le dit clairement, pratiquement 40% des couples. Donc forcément, je pense que la jalousie est un peu aussi là. La jalousie déjà de la femme envers les copines qui sont mamans. Donc il y a cette remise en question de la féminité. Et souvent la féminité et la maternité il y a un grand amalgame, au même titre que la virilité et la fertilité chez l'homme. Donc on va en parler tout à l'heure. On fait beaucoup l'amalgame entre féminité et être maman et fertilité. Et donc je crois que tout ça va se mêler pour créer des climats assez électriques. Et donc, beaucoup de couples, malheureusement infertiles, arrivent au clash et même au divorce. Complètement. En fait, dans ce cas-là, précisément, c'est encore une fois un sentiment d'insécurité. Parce que comme la femme ou bien l'homme n'arrive pas à donner cet enfant, eh ben, il pense qu'il va partir. Et on est dans la perte. Et on est exact. La jalousie, c'est un sentiment la peur de perdre l'autre. Et donc, cet événement qui est la difficulté à avoir un enfant vient réveiller la peur qu'il parte. C'est ça. J'ai presque envie de rajouter aussi par rapport au désir de bébé. Quand je désire un bébé, j'ai besoin d'être désirée aussi dans le regard de l'homme ou être désirée dans le regard de la femme. Et quand il y a une jalousie, il y a cette perte de désir parce qu'on a l'impression de ne pas être désiré. Et parfois, ça peut aussi avoir des conséquences dans le désir de l'enfant et dans la possibilité de le porter et d'en avoir un. Ok. C'est très compliqué. C'est le désir d'enfant et le désir dans l'autre, avec l'autre. Avec l'autre. Alors, on a des questions de téléspectateurs pour vous, petit Sam. On a « Mon mari est très jaloux, comment l'apaiser ?» Mounia. Encore une fois, toujours le même médicament qui est la communication. C'est comment l'apaiser, c'est parler, c'est de lui l'aider à formuler ce qui fait qu'il est jaloux. Il va dire « je suis jaloux », mais derrière cette jalousie... Mais est-ce qu'il va le dire ? Il va le dire avec des mots M-O-T-S ou avec des mots M-A-U-X. Il va le dire à sa façon. Donc, et puis être dans son comportement non verbal. Donc, si je repère, je fais parler. Oui, mais pardon de vous interrompre. Par exemple, si je repère et que l'épouse, ou inversement, ou l'époux, par exemple, l'époux remarque que sa femme est jalouse, quand il lui dit directement, elle se sent blessée. Elle se sent agressée et blessée. Tu es jaloux. C'est comme si c'était une accusation. Alors justement, comment aborder ce point sans pour autant heurter l'autre qui a peut-être déjà du mal à accepter la situation, à voir la réalité en face, etc. Mais c'est tous les bienfaits de la communication positive. Comment dire sans culpabiliser, sans dire tu me fais, je ressens. En fait, en général, dans la communication, dans le couple ou autre, il faut jamais agresser en disant tu. Il faut toujours démarrer la discussion et la communication, notamment dans le couple, par le je. Je ressens, j'ai besoin, ça me fait. C'est ça. J'aimerais que tu me dises les choses de cette manière. J'aurais aimé entendre ça de cette façon. Au lieu de lui dire tu es jaloux, tu es jalouse, oui, parce que là, ou on tu est dans m'empoisonnes l'agressif. C'est très l'existence. agressif parce que tu rends coupable l'autre. Alors, on a Younes qui vous dit est-il normal de ne pas être jaloux même en étant très amoureux? Alléluia. Mais parce qu'en étant très amoureux, si tu n'es pas jaloux, c'est que probablement que tu as une bonne confiance en toi. C'est ça. Et c'est que tu es aussi heureux de ta liberté et de ton bien-être que celui de ton épouse. Donc on est dans l'équilibre. C'est super. Bravo, monsieur. Exactement. Merci beaucoup, petit Sam. On continue l'émission ensemble. On va parler tout à l'heure justement d'infertilité au masculin avec vous, professeur Omar Sfraoui. Et puis, tout de suite, on va s'occuper des tout-petits.
on change juste de prénom, mais on garde le même nom. C'est plus petit Sam, c'est Oui-Am. Et on change de visage ou pas? C'est pratiquement le même. Elles se ressemblent, toutes les deux. Mes deux jumelles psychologues préférées. Alors, Oui-Am, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, avec vous, mon enfant a un ami imaginaire. Alors, comment on gère la situation? Et d'autant plus qu'on panique un petit peu avec nos enfants lorsqu'on les voit parler à quelqu'un d'autre. On regarde ce reportage et on revient. Il l'invite à jouer, lui raconte ses petits secrets et préfère même sa compagnie à la vôtre. Mais vous ne le voyez pas. Pas de panique, c'est l'ami imaginaire de votre enfant. C'est un personnage invisible ou personnifié par un jouet avec qui il entretient des liens d'amitié et qui possède une personnalité que l'enfant lui attribue. C'est un phénomène qui apparaît chez l'enfant entre l'âge de 3 et 5 ans, au moment où on ne délimite pas réalité et imagination. Comme il peut aussi apparaître chez l'adolescent. Mais est-ce normal? Pour un enfant, avoir un ami imaginaire est tout à fait normal. Ceci révèle ses bonnes aptitudes sociales et son esprit créatif. Les études psychologiques indiquent qu'il reflète ses peurs, ses désirs et ses perceptions du monde qu'il développe. Son rôle est alors de permettre à l'enfant de canaliser ses angoisses. Souvent, cet ami imaginaire va par exemple rassurer votre enfant en cas de séparation, de deuil, de déménagement ou de naissance d'un cadet. Ce phénomène n'est donc pas lié à un problème de l'enfant. Mais il peut néanmoins être un symptôme d'isolement pour lequel il faudra rester vigilant. Alors justement, rassurez-nous, on s'inquiète ou pas quand on les voit dans leur monde, nos enfants, avec leurs amis imaginaires? Alors non seulement c'est normal, mais c'est même bon signe. Et que j'ai presque envie de dire, et je vais le dire, c'est même un allié. L'ami imaginaire, c'est un bon signe d'intelligence et de créativité, ça a été dit dans le reportage. C'est un signe c'est une manifestation psychologique qui manifeste et qui montre le niveau d'imagination d'un enfant. Il est créatif, il a beaucoup d'imagination et c'est sa manière à lui de pouvoir calmer beaucoup de choses, répondre à beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'enfant... jusqu'à l'âge de 2-3 ans, n'a pas un rapport au réel très précis. Et l'ami imaginaire lui permet d'embrayer le pas et de grandir petit à petit, doucement, de manière douce. Et c'est un bon compagnon qui l'aide à grandir doucement. À partir de 3 ans, ils apparaissent dans leur vie? C'est à partir de 2 ans, c'est-à-dire l'âge où l'imagination commence. Et ce qui a été dit dans le reportage, c'est jusqu'à 5 ans. Mais pour moi, c'est jusqu'à 7 ans, c'est l'âge de raison. Pourquoi? Parce qu'entre 2 et 5 ans, c'est l'âge où l'enfant est dans une phase oedipienne. Et la phase oedipienne, qu'est-ce que c'est? C'est l'âge où l'enfant doit quitter un peu son imagination pour entrer dans le réel et accepter les règles, les limites, les interdits. Et ce n'est pas toujours agréable, les frustrations. Et donc, du coup, ce petit ami imaginaire lui permet de rentrer avec une forme de transition, mais doucement. Ok, mais on va mettre des mots concret sur la situation, c'est que les parents, quand ils surprennent leurs enfants en train de parler ou de jouer avec cet ami imaginaire, ils ont peur que leur enfant soit en train de développer une maladie sérieuse, quelque chose de beaucoup... Alors, non, mais j'ai envie de te répondre. Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas à ces adultes comment ça se fait que vous parlez du Père Noël, de la petite souris, pourquoi vous racontez des histoires qui n'existent pas? Et pourquoi nous, on se base parfois sur des métaphores, des images, des histoires? Parce qu'on en a besoin. Cette imagination est source d'apaisement et de compréhension. Et bien, l'enfant, c'est ce qu'il fait. Donc c'est complètement normal, c'est utile et c'est un signe d'intelligence. Mais vous dites, vers 7 ans, ça s'arrête? Oui, mais ça apparaît aussi à l'adolescence parce que l'adolescent en a aussi besoin pour pouvoir passer un cap. En fait, l'ami imaginaire nous permet de passer un cap et on projette sur lui beaucoup d'angoisse, de peur, de questionnement et l'adolescent aussi. Alors, je vais vous poser la question d'une autre manière. Moi, ça fait très longtemps que j'étais une ado et ça fait encore plus longtemps que j'étais une enfant, donc j'ai oublié. Donc j'ai oublié si j'avais ou pas un ami imaginaire. Mais donc, cet ami imaginaire des enfants et des ados, ils le voient ou ils ne le voient pas? Alors justement, parfois il est visible et parfois il est invisible. Alors il est visible, ça peut être un doudou, ça peut être un objet. Il est invisible, c'est-à-dire il est dans la tête de l'enfant, donc dans son imagination, il lui parle, mais vraiment, des discours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jeu de rôle. C'est un vrai jeu de rôle, l'enfant lui donne vie.
Et il y a des enfants qui savent qu'ils n'existent pas, mais ils savent qu'ils n'existent pas, mais ils font comme s'il existait parce qu'ils en ont besoin. Et d'autres, surtout les plus petits, à 2 ans, pour eux, il existe vraiment. Et donc, quand on leur dit à qui tu parles, ils peuvent nous dire, je parle à mon ami, mais moi, j'ai une fille qui a eu 2 copains imaginaires et ça a duré un certain temps. Et il s'appelait Frack et Aid. Je lui ai dit que j'allais le dire. Mais vous êtes psy, vous êtes immunisée. Alors, mais même quand même, le jour où elle nous a dit, Tati, ne t'assois pas là, il y a Frack là. Moi, oui, carrément. Ça on vient, on donne à manger à Frack, mais non, Frack, il ne veut pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Frack, il m'a dit qu'il ne voulait pas. Mais il faut rentrer, vous les parents, vous rentrez dans le jeu. Alors, moi, les miennes, enfin, la mienne, celle qui en a, elle m'a pas. Je la surprends en train de parler à ses amis imaginaires. Et donc, c'est des grandes discussions. Ça l'occupe beaucoup. Et en général, c'est quand je lui dis non, pas de télé. Au bout d'un moment, je l'entends parler avec quelque chose. Voilà, mais honnêtement, la famille n'a jamais adopté ses amis imaginaires. Quand tu dis pas de télé, tu l'as frustré. Donc, tu lui as mis une limite, un interdit. Et c'est là où l'enfant petit a du mal à gérer les interdits. Donc, l'ami imaginaire lui permet d'intégrer et d'assimiler cet interdit-là. Maintenant, cette amie, dis-moi ta deuxième pensée, parce que ta deuxième idée. Oui, est-ce toute la famille adopte est-ce qu'on doit jouer le jeu? C'est ça. Alors, oui, il faut jouer le jeu parce que c'est une chance. Dis-toi que tu as une chance d'avoir une fille qui a un ami imaginaire. Donc, elle projette tous ses questionnements, toutes ses angoisses, etc. Donc, ça te permet, toi, d'avoir, grâce à l'ami imaginaire, un moyen indirect de poser des questions, de questionner sur l'enfant imaginaire, parce que grâce à l'enfant imaginaire, tu vas savoir quelles sont les questions qu'elle se pose, quelles sont les angoisses, quelles sont ses peurs, quelles sont ses interrogations sur la vie. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est, voilà. Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est heureux? Si l'enfant imaginaire n'est pas content de déménager, eh ben, tu peux savoir que c'est elle qui n'a pas envie de déménager. Mais par exemple, carrément, cette histoire, ne t'assois pas là, il faut lui donner à manger, il faut nourrir. Alors, justement, ça a des limites. On doit jouer le jeu, mais par contre, on doit lui faire savoir qu'il sait que nous, on sait que c'est pas vrai. D'accord. Mais on peut lui parler à cet enfant imaginaire et lui dire aussi, on sait que tu sais que c'est pas vrai. Mais toi aussi, tu sais. On dit ça à son enfant. On va parler parce que tu en as besoin, tu veux, ça te rassure, ça te désangoisse ou quelque chose, tu en as besoin, ok, on va jouer le jeu. Mais tu sais bien que c'est pas vraiment Alors, réel. il faut surtout pas confondre une chose. C'est pas un enfant qui ment, c'est un enfant qui fabule. Fabuler égale c'est créatif, imagination. Et donc, il ne faut pas le démentir tout le temps. Il faut plus ou moins jouer le jeu, mais par contre, ne pas mettre des limites, encore une fois. C'est-à-dire, tu veux qu'il s'assoie avec nous à table, mais on ne va pas lui donner à manger non plus. Il ne va pas prendre ton repas. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'enfant imaginaire, non, ce n'est pas l'enfant imaginaire, c'est l'ami imaginaire. C'est aussi, ça lui permet aussi de transgresser un petit peu les règles et donc de faire porter le chapeau à l'ami imaginaire, au doudou, ou à l'ami qui est dans sa tête. Mais justement, et donc, fait à ce moment-là ce qu'il faut faire, c'est de lui dire, ok, ton ami et toi, ton ami a fait une bêtise, mais je pense que tu sais très bien que tu es un petit peu responsable avec lui, donc tu vas réparer ton erreur. Et donc, tu vas y réfléchir, toi et lui, vous allez réfléchir à l'erreur qui a été faite, et je vous propose tous les deux de réparer. Est-ce qu'il y a un âge où cet ami imaginaire ne devrait plus exister? Ça dépend. En fait, c'est pas qu'il devrait plus exister, parce que moi, je dis qu'il est nécessaire. C'est un allié. Il est nécessaire. Au-delà de 7 ans, par exemple. Au-delà de 7 ans, s'il continue à être là, c'est que c'est nécessaire pour cet enfant. Par contre, il faut être juste vigilant sur 2 choses. S'il est trop présent, beaucoup trop présent, et que quelque part, on voit que cet enfant a du mal à aller vers les autres enfants, a du mal à être dans les échanges sociaux, qui s'isole, voire trop. Là, on peut se poser des questions. Par contre, je veux quand même dire aux téléspectateurs qu'il ne faut surtout pas confondre une chose. Ami imaginaire ne veut pas dire que c'est grave parce que cet enfant va s'isoler. Parce que c'est ça, c'est ce que je reçois au cabinet. Il a un ami imaginaire, il ne va jamais se faire des copains parce qu'il en a un. Pas du tout. Au contraire, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que beaucoup d'enfants qui ont eu des amis imaginaires sont les plus sociables. La plupart qui ont des amis imaginaires sont le plus sociables que ceux qui n'en ont pas eu. Eh bien oui, vous savez, on va marquer une courte pause et on revient parce que le sujet fait réagir les parents qui nous suivent. On revient dans quelques instants pour les questions. À tout de suite.
Allez, nous sommes de retour sur le plateau d'On se dit tout et on continue notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons parlé amour et couple et jalousie, amour, gloire et beauté. On en a parlé avec vous, Ibtissam El-Jeloun, psychologue clinicienne. Dans un petit moment, la fertilité au masculin, un tabou sociétal et pourtant la prise en charge existe. On en parlera avec vous, professeur Sfadoui Omar. Merci d'être là. Et puis, on revient à vous, Ibtissam El-Jeloun, pour cette thématique de l'ami imaginaire. Mon enfant a un ami imaginaire, vous nous avez bien rassurés, vous nous avez dit que c'était normal, que cet ami imaginaire aide l'enfant à exprimer ses émotions, à les gérer, parce qu'il ne sait pas faire autrement. C'est bien ça. Normal et même positif. Positif, exactement. Alors, cela dit, on a quand même des parents qui nous ont envoyé des questions. Lamia qui vous dit, ma fille de 4 ans me parle toujours de plusieurs amis imaginaires. Quoi penser ? Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'on peut en avoir un comme on peut en avoir plusieurs. Et pourquoi on en a plusieurs ? Parce que chaque ami imaginaire a une fonction et un rôle précis. Et le rôle, c'est de pouvoir exprimer ses émotions, pouvoir dire des choses que l'enfant n'est pas capable de dire juste en face à face avec ses parents ou de se dire à lui-même. Et donc, il fait porter sa parole à l'ami imaginaire, et donc ça lui permet de libérer cette parole-là. Donc oui, on peut en avoir plusieurs, et c'est pas grave, et c'est très bien, il peut en avoir des tas, et c'est pas grave. C'est même très bien, je vous dis, c'est un signe de créativité et de liberté, ça libère la parole. Et quand il est dans son monde avec ses amis, est-ce qu'il faut le laisser tranquille ? Oui. Oui, il faut le laisser dans sa bulle ou il faut venir... Il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Donc pourquoi est-ce que je vais interrompre ce moment où justement il est en train d'apaiser beaucoup de choses et de développer beaucoup de choses. Il est en train de grandir. Donc ne l'arrêtons pas. S'il n'a plus le contact avec le monde réel. C'est ça. Voilà. Mais si par exemple, ce que tu disais, s'il ne va plus chercher des vrais amis, là il y a un souci. Mais sinon, on laisse tranquille. Cool. Alors, Manel vous demande, est-il normal qu'un enfant ait un ami imaginaire même alors qu'il a un grand frère, même s'il a un grand frère ? Et comment ? Bien sûr, bien sûr. C'est pas parce qu'on a un grand frère qu'on a parce qu'en fait la question ça veut dire que puisque tu as un grand frère, tu n'as pas besoin d'avoir un autre ami. Mais cet ami n'est pas là pour remplacer un manque de présence ou une solitude. Non, ça permet de répondre à d'autres questions, à des questions que l'enfant se pose sur lui-même, sur la vie, sur la réalité. Par contre, ça me donne envie de répondre à autre chose, c'est que il y a des études qui ont montré que ceux qui ont le plus d'amis imaginaires, c'est souvent des enfants qui sont uniques ou qui sont... voilà, c'est souvent les enfants uniques. Ou les aînés. C'est parfois un signe de solitude. Et c'est vrai que quand on est le deuxième, on n'a pas vraiment... C'est peu fréquent d'avoir un ami imaginaire. C'est peu fréquent, mais un ami imaginaire ne remplace pas un frère. Quand on a des jumeaux, est-ce qu'on a un ami imaginaire ? Vous en avez eu des filles ou pas ? Alors, est-ce que nous, on en a eu, pardon ? On s'en souvient pas. On s'en souvient pas. Est-ce que nous, on en a eu ? Mais j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, c'est pas une question de présence de frères ou de sœurs, c'est une question de questionnement intérieur. Et d'avoir besoin de s'adapter à un réel qui est difficile à comprendre. Et il nous aide à avancer dans la vie. Mais un jumeau, une jumelle, c'est vrai. Moi, mes émotions, j'avais probablement, je suis presque sûre que j'en avais pas, parce que moi, mes émotions, j'arrivais à les verbaliser. Si, mais j'avais ma sœur jumelle pour les exprimer. C'est ça, exact. Et comme on ressentait souvent les choses et qu'on partageait, donc du coup, j'avais plus besoin d'aller d'avoir un ami imaginaire à qui. Comme l'ami imaginaire est un ami qui nous permet de désangoisser et de calmer des angoisses, quand on a une sœur jumelle, je pense qu'on a quelqu'un avec qui on peut s'exprimer, projeter, se raconter et parler. Donc je pense que je crois que toi et moi, on n'a pas besoin d'amis imaginaires. Bon, mesdames, monsieur, on continue notre émission. Alors, ce qu'on vous propose à présent, c'est de sortir du studio un petit peu et d'aller, pas dans un monde imaginaire, mais dans une réalité aussi, d'aller tester une activité manuelle. Qui c'est qui aime faire de la couture ici ? Non. Stylisme, modélisme, personne. C'est un fardeau. C'est vrai, non, mais Atman teste pour nous un cours de couture. Voilà, et je pense que vous allez adorer. On regarde, parce qu'apparemment, c'est pas compliqué. On va s'y mettre après. Bah oui, pourquoi pas. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Pour fêter la fin de ce mois sacré, nous avons décidé avec toute l'équipe de te faire un superbe cadeau et de t'offrir un cardigan traditionnel marocain. Bien entendu, je ne suis pas spécialiste, mais je serai accompagné de Sana, styliste, qui va m'aider pour le confectionner. Bonjour Sana, merci de nous recevoir dans cet atelier. Bonjour Atman et marhaba bik. Quelle est la différence entre un styliste, un modéliste
et un couturier? Alors, le styliste, c'est lui qui fait le dessin, le travail du modéliste. C'est lui qui fait le patron à partir du dessin. Et ensuite, le couturier, il confectionne. Alors dis-moi Sana, quelles sont les différentes étapes pour la réalisation de ce cardigan qu'on va offrir? Alors, je te trouve très intéressée. Le plus simple, c'est de passer à la pratique. Ok, allons-y. On va passer directement au patronage. D'accord. On va travailler sur des mesures standards. On va faire ici un petit point, ici. En mettant les deux points, ça nous permet du coup d'avoir un trait qui est plus droit. C'est quoi la suite? Maintenant, on va passer au découpage. Là, il y a un ciseau à tissu et un ciseau à papier. Exactement. C'est ça je le savais. Ah, très bien. Donc là, il faut être très précis. Et voilà, donc c'était la dernière découpe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à la découpe sur le tissu. Les ciseaux à tissu. Oui, on va le plier par 4. Donc le dos comme c'est fermé. Exactement. Et là, ça va être le devant. La première étape, c'est qu'on va épingler déjà. Et on en met un peu partout? Oui. Ensuite, on va tracer tout autour du patron. On va enlever ça. On va réépingler. On commence à découper. Alors, là... On a le devant. Je comprends mieux maintenant le patron. Alors du coup, maintenant, on va passer à quelle étape? Alors, on va passer à l'étape de la couture. Alors moi, je ne sais pas du tout utiliser cette machine. Je ne l'ai jamais utilisée. Alors, c'est l'occasion d'apprendre. On a déjà le fil enfilé. D'accord. Donc il faut bien maintenir. Il faut bien maintenir le tissu. Exactement. Maintenant, pour faire le nœud, on appuie ici. Voilà. Et on coupe. Alors, Atman, je viens de finir le premier côté. À toi de faire le deuxième. Ok. On allume la machine et maintenant, accélérateur. Accélérateur. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'assemblage de ce cardigan. Donc maintenant, c'est le travail manuel. Exactement, c'est le travail de mêle. On va rassembler l'adfera avec le kétan. On va mettre les câblés noirs sur les côtés et l'adfera qui va rester dans le centre. C'est comme ça? Oui. Bon, je te laisse continuer cette partie. Et c'est là où tout le talent de la couturière fait son effet. Maintenant, on va coudre cette dfera sur les bords du cardigan. On va plier ça. Ensuite, on va le coudre dessus. Je te laisse continuer. On fait un coup en haut, un coup en bas. Exactement. Maintenant, je viens de terminer la deuxième aqida. Je te laisse faire la troisième. Un point ici et un point l'aqida. Eh ben on est pas mal quand même, regarde. Bah oui. Et voilà, alors on est arrivé enfin. Alors je comprends mieux pourquoi le travail de la main et de la couture est autant valorisé, parce qu'on a mis presque autant de temps à faire les petites broderies que tout le travail du dessin, patron et confection du vêtement. Moi, je suis en tout cas épuisé de cet après-midi couture avec toi, mais si c'était un plaisir. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je te rends l'antenne et j'espère que tu vas apprécier notre cadeau. Ah ben, j'ai adoré, merci. Ça sera ma tenue de l'Eid. C'est ce que je vais porter. Merci, moi j'ai un cadeau. Hein. Ma tenue est déjà prête. Merci beaucoup, Atman, et à très très vite. On continue? Vous avez aimé? Ça vous a donné envie ou pas? Oui, de me réconcilier avec tout ça, oui, oui. Avec la couture? Ben, pourquoi pas? Oui, Anne? À essayer. À essayer. Alors, professeur? Ouf, c'est pas trop mon truc. Non, du tout. Bon, allez, on va arriver à votre truc tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur Sfreoui Omar. L'infertilité au masculin, un tabou sociétal justement. Les hommes ont plus de mal à venir chez le spécialiste. Vous allez nous en parler dans un petit moment. Mais avant, ce qu'on vous propose, c'est une interview avec une psy pour essayer d'évoquer ce volet psychologique justement de la problématique qu'on regarde. L'infertilité au masculin, il y a un problème principal pour l'homme qui est ce problème de transmission. Transmettre à cet enfant le nom, transmettre le patrimoine, le savoir-faire, les valeurs, les principes et les croyances. Si un père se retrouve ou un homme se retrouve dans cette incapacité à enfanter, il se retrouve peut-être face à cette impossibilité de transmission. Par ailleurs, il y a un autre souci que l'on peut retrouver, c'est que certains hommes font l'amalgame entre leur virilité et leur fertilité, parce que pour eux, l'acte de concevoir est un acte qui représente leur virilité. Et c'est important, bien entendu, qu'ils puissent retrouver leur assurance, retrouver leur confiance en eux-mêmes et leur confiance en leur virilité. Donc, en étant soi-même un exemple, en étant un meneur, mais en étant aussi un mentor, il y a différentes façons de pouvoir transmettre et de vivre cette forme de parentalité qui n'est pas forcément biologique, mais qui peut l'être à d'autres niveaux.
Merci beaucoup, madame. Donc, on revient à vous, professeur Omar Sfrioui. On va revenir au problème, on va dire organique. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vient toucher la fertilité chez l'homme? Déjà, il faudrait être conscient d'un chiffre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que l'infertilité, c'est un problème féminin, purement féminin, ce qui est faux et archi faux. On sait aujourd'hui que l'infertilité chez l'homme a dépassé en nombre et en pourcentage les infertilités féminines. Grossièrement, on est à 40% d'infertilité de cause masculine, 30% de cause féminine et 20% de cause mixte, c'est-à-dire où l'homme et la femme ont chacun une part de responsabilité. Et les 10% restants sont souvent des cas où on n'arrive pas à expliquer la cause de l'infertilité. Donc, les causes sont multiples. Ça peut être des causes, on peut aller du congénital ou de génétique jusqu'aux agressions à l'âge adulte. Donc ça peut être des microdélétions, c'est-à-dire des petites anomalies. Le chromosome Y peut perdre une petite partie d'ADN au niveau de ce qu'on appelle les locus AZF. Ça va entraîner des baisses importantes de fabrication des spermatozoïdes jusqu'à la disparition carrément des spermatozoïdes, et on parle d'azospermie. Ça peut être des problèmes congénitaux, c'est-à-dire l'enfant peut naître avec des testicules qui sont haut situés, et aujourd'hui c'est important que ces enfants à la naissance soient vus par le pédiatre, qu'ils examinent la bourse pour voir si les deux testicules sont en place, s'il n'y a pas d'ascension, que même la maman puisse de temps en temps examiner quand elle fait les couches si les deux testicules sont en place. Si c'est pris en charge très tôt, ça peut... Bien sûr, si c'est pris en charge très tôt, il n'y a pratiquement aucun problème, aucune incidence sur la fertilité, parce que les testicules ne supportent pas la chaleur. Donc quand ils sont haut situés, ça veut dire qu'ils sont à une température de 37 degrés et du corps, la température du corps, et donc il y a une agression sur les glandes qui vont fabriquer ces spermatozoïdes. C'est pas très courant, mais c'est une des causes des infertilités masculines. Et bien sûr, les infections représentent probablement les causes essentielles. C'est des infections qui passent inaperçues, des infections sexuellement transmissibles ou des infections virales comme les oreillons. On sait que les oreillons, les infections ourliennes ou les orchites vont entraîner des inflammations au niveau des testicules et qui vont impacter la fabrication des spermatozoïdes. Et donc, après, il y a une énorme panoplie d'étiologies et toutes ces agressions, si vous voulez, qu'est-ce qu'elles vont faire comme impact? Elles vont impacter les glandes, parce qu'au niveau du testicule, il y a des glandes qui vont fabriquer une usine de spermatozoïdes, sachant que l'homme en fabrique au quotidien, contrairement à la femme qui naît avec un capital prédéterminé. Et donc, c'est entre guillemets une chance pour l'homme de pouvoir procréer jusqu'à ses derniers jours. Mais pardon de vous interrompre, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour tous les petits garçons qui vont faire des oreillons? Non, pas du tout. C'est pas forcément. C'est quand les oreillons vont diffuser et vont entraîner une orchite ourlienne, c'est-à-dire une infection au niveau des testicules. On peut savoir? C'est très difficile. Déjà, les oreillons sont parfois difficiles à diagnostiquer chez les enfants en bas âge. Et donc, c'est pour ça. Et puis, même quand on le trouve, les infections virales, vous savez qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est ça. Il faut attendre que ça passe. Il faut attendre que ça passe. Il faut probablement... même si c'est un peu agressif, mais dès que l'enfant arrive à l'adolescence et qu'il peut faire un examen de son sperme, on peut lui demander pour voir s'il y a une atteinte et auquel cas on peut préserver son sperme. C'est dans ce cadre que c'est important. On peut agir par prévention parce qu'on sait qu'à la longue, ces enfants peuvent être définitivement stériles. Parce que la stérilité chez l'homme, c'est un seul cas. C'est quand il y a une azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat, et qu'on va les chercher dans les testicules et qu'on fait l'acte chirurgical en prenant le temps qu'il faut sous microscope, comme ça doit se faire aujourd'hui, et qu'on n'en trouve pas. C'est les seuls cas où on peut dire que l'homme est stérile. Alors, maintenant, est-ce qu'il arrive que l'homme arrive de lui-même chez vous, ou bien c'est souvent son épouse? Après un premier examen avec
l'épouse que l'homme arrive chez... La question vous fait sourire tous autour de la table. Parce qu'on reçoit aussi ça. Vous recevez aussi Mais ça. Mais c'est souvent... Est-ce qu'un homme peut venir de lui-même consulter? Bien sûr, madame, ça arrive. On a des hommes... Bon, nous, en principe, quand c'est moi dans mon cabinet, quand c'est un homme qui est marié, je préfère voir le couple pour ne pas perdre de temps, parce que même quand l'homme trouve un spermogramme anormal, il va nous le ramener en étant persuadé que c'est lui le problème. C'est exactement la même chose qui peut se passer quand la femme va aller chez son médecin, qui va lui trouver un problème. Ben, l'homme va s'en laver les mains, alors qu'on sait qu'une fois sur 5, il y a des causes mixtes, c'est-à-dire que l'homme, aussi bien que la femme, auront un problème. Et donc, même le traitement, quand c'est des causes mixtes, le traitement est un peu plus difficile que quand il s'agit d'une seule cause, c'est-à-dire soit l'homme, soit la femme qui est responsable. Donc, mais dans la majorité des cas, malheureusement, l'infertilité reste encore un fardeau féminin que porte la femme. Parce que d'abord, il y a l'instinct maternel qui est beaucoup plus intense que celui de la paternité. Ça, et moi, en tant que papa, et je peux le dire, hein, l'instinct maternel est nettement plus développé. Donc, le désir de maternité est souvent prend le dessus. Hein, c'est ce qui fait que la femme va venir consulter. Mais malheureusement, on se rend compte que dans notre société, ça évolue un petit peu par l'impact des médias, mais l'homme veut se sentir très difficilement responsable. Et donc, souvent, on a encore des cas où la femme a traîné pendant 5, 6, 7 ans chez les médecins sans que son mari lui ait accepté d'aller, alors que l'examen chez l'homme est beaucoup plus simple. Hein. Finalement, il va faire une émission de sperme au laboratoire et le résultat, il a un résultat au bout de 24 heures. Et puis, s'il est normal, ben, c'est tant mieux pour lui. Même si aujourd'hui, il faut savoir que l'aspect quantitatif à lui seul n'est plus le seul responsable de l'infertilité. Et ça, nous l'avons nous-mêmes démontré hein, au niveau de notre structure. On a fait un très beau papier qu'on a publié l'année dernière dans une très grande revue. On a démontré que l'homme, avec l'âge, et ça c'est pour rassurer mesdames, l'andropause a toujours été un sujet. Je pense qu'elle existe. Et on s'est rendu compte dans une grande série chez nous, dans notre clinique, qu'avec l'âge, l'homme était beaucoup moins fertile et que les femmes d'hommes, enfin les mamans qui sont dans l'époux au-delà de 50 ans, ont un taux de fausse couche qui est beaucoup plus élevé. D'accord. Ah ouais. Oui, c'est une très belle étude qui est aujourd'hui prise comme référence, qui a été faite au Maroc. Et donc, on sait aujourd'hui que l'homme, la qualité du sperme va s'altérer avec l'âge, au même titre que les ovules chez la femme. Donc, je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut garder à l'esprit. Mais un homme peut continuer à avoir des bébés, contrairement à une femme à partir d'un certain âge? Bien sûr, voilà. Écoutez... Ça, c'est nous sommes faits comme ça. Il y a un peu d'équilibre là. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a un peu d'équilibre. J'essaye d'équilibrer, je suis entouré de 3 femmes. Mais alors, rapidement peut-être, parce que la question intéresse aussi nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, est-ce qu'on peut remédier à un problème d'infertilité chez l'homme? Bien sûr. Infertile ne veut pas dire stérile. Pas du tout. J'ai bien dit que le mot stérile, c'est uniquement quand on ne trouve pas. On a utilisé tous les moyens de trouver des spermatozoïdes et qu'on n'en trouve pas. Et encore, aujourd'hui, il y a d'énormes avancées sur les cellules souches. Et donc, il y a probablement une possibilité à ce que même dans des cas très extrêmes, on puisse pouvoir récupérer quelques spermatozoïdes chez ces hommes. Aujourd'hui, il y a des traitements. D'abord, quand il y a un problème lié à une cause, à une agression, l'éviction de l'agression est la première chose à faire. Les hommes qui fument, le tabac a un impact très important sur la fertilité chez l'homme. Donc, on va lui demander d'arrêter de fumer. L'obésité, là aussi, on peut lui demander de perdre du poids. Les hommes qui travaillent dans des usines, on sait qu'il y a des agressions chimiques, notamment dans les usines de peinture, etc. Ça peut avoir un impact très négatif. Donc déjà, on va sur l'éviction du facteur causal. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, les techniques d'assistance médicale à la procréation, même dans les cas les plus extrêmes, même quand je vous ai dit, des cas d'azospermie, on a besoin de quelques spermatozoïdes, une petite glande qui va sécréter quelques spermatozoïdes, et la famille peut être fondée avec même 2 ou 3 enfants à des années différentes. Il faut bien donner un message d'espoir. Depuis l'avènement de l'ICSI, ce qu'on appelle l'ICSI depuis les années 1994, qui soi-disant s'est faite de façon... Parce qu'on n'avait pas l'autorisation, l'Italien qui l'a fait en Belgique, estime qu'il a fait ça de façon impromptue et qu'il a mis un spermatozoïde
dans l'ovule et puis le lendemain, il a été surpris que ça a fécondé. Et donc, ça a résolu pratiquement 95%. C'est la FIV? C'est la FIV ICSI, c'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de centaines de milliers de spermatozoïdes. C'est un spermatozoïde qu'on va injecter dans l'ovule et qui va donner un embryon. Et donc, pour vous dire qu'on a besoin de 5, 6, 10 spermatozoïdes, alors que l'homme en fabrique des millions. Un homme normal fabrique des millions de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Voilà. Et souvent, quand il n'y a pas une grosse agression, quand la femme est jeune, c'est pour nous des cas idéaux, entre guillemets, parce qu'on estime que la femme prend 80% de la part, pas de responsabilité, mais dans l'enfantement. Parce que l'ovule a un rôle très important, au même titre que l'utérus pour l'implantation. Quand c'est des femmes jeunes et que l'infertilité est uniquement masculine, c'est des femmes qui ont de grandes chances de conception. Alors, on passe aux questions. On va en prendre une seule, celle de Nasser, qui vous dit: l'infertilité conduit-elle directement à la stérilité? Pas du tout. Je pense qu'on a répondu à la question. L'infertilité est complètement, pas différente, mais infertile ne veut pas dire du tout stérile, parce que le mot stérile est un mot très péjoratif qui est synonyme de caractère définitif. C'est ça. Donc, on rassure les téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur. Merci, mesdames. Tissem Benjeloun, oui, Amjeloun, professeur Omar Sfrioui, gynécologue. Mesdames, vous êtes psychologue clinicienne. Beaucoup de sujets aujourd'hui à revoir sur notre site médien.com. Merci à Athmane et à toute l'équipe pour le cardigan. Je porterai ça avec beaucoup de plaisir et à très très vite. Au revoir.